L'essentiel de ce que j'ai envie de dire, c'est raconter, mais assez rapidement, sur à la fois la période précoloniale et coloniale, ce qu'ont été les communs, les processus de transformation qui se sont opérés, et puis à l'occasion d'un certain nombre de programmes que j'ai eu à gérer avec les pays du Maghreb, et notamment des programmes de suivi des politiques publiques, j'ai eu à travailler sur ces questions foncières et donc à noter, à relever, à analyser avec mes collègues marocains, algériens et tunisiens, parce qu'aussi impliqués dans des programmes FAO sur la vulgarisation des directives volontaires qui avaient été adoptées en 2012 sur la gouvernance responsable des régimes fonciers, des systèmes fonciers. Donc on a eu à travailler et à mettre un focus ces dernières années sur la question des communs, ou ce qu'on appelle dans les pays du Maghreb, soit les terres collectives, c'est l'appellation au Maroc, terre arche, terre tribale, arche veut dire tribu en arabe, en Algérie et en Tunisie. Alors mon plan, pratiquement, je vais aborder d'abord, avant même, quelques propos liminaires, donc juste une petite intro, le rappel des communs dans le Maghreb précolonial, dans le Maghreb colonial, puis le statut, comment ça a été géré ces 50 dernières années, et puis un petit peu les logiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui sont en train de transformer, mais vraiment de chambouler le mode de gestion de ces communs au Maghreb, avant de conclure. Alors, sur les propos liminaires, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que autant ces dernières années, on s'intéresse pour des raisons à la fois liées à des préoccupations environnementales ou sociales, aux questions sociales, je renvoie aux questions de l'emploi dans les zones rurales ou des choses comme ça. Donc, on s'intéresse, on travaille, on analyse, on redécouvre, on réinvente les communs, autant dans les pays du Sud, et notamment au Maghreb, où c'est une réalité vivante. C'est une réalité vivante, puisque vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres sur ce que représentent les communs dans les pays du Maghreb. Eh bien, on est en train de procéder à leur liquidation, à leur transformation par des politiques de redistribution au profit du secteur ou des investisseurs privés. Et donc, il se passe que sous la pression des marchés, les marchés de la viande, les marchés des produits agricoles, conjugués à des politiques volontaristes des États, on assiste à une transformation, des communs, une privatisation des communs. Troisième propos tourne autour de le fait tribal et l'État. Alors, les États ont toujours considéré le mode d'organisation tribale, communautaire, comme antinomique de cette volonté de construction d'États modernes sur le modèle un peu État-nation, et donc il fallait absolument dissoudre, tant du point de vue des réformes administratives qui étaient envisagées ou des réformes économiques de type foncière, le fait tribal était nié. Le fait tribal était nié dans aucune des politiques agricoles, des politiques rurales. À quelques exceptions près, nous n'avons pris en compte le mode d'organisation qui avait survécu dans un certain nombre de pays, puisqu'il y a dans un pays comme le Maroc et la Tunisie, les communautés tribales existaient encore et existent encore par un certain nombre d'aspects dans ces pays-là. Et donc il y a eu un rejet. Et ce processus est en train de se passer de privatisation. Il produit des exclus, ce sont notamment les éleveurs. Les grands perdants de cette privatisation sont les éleveurs, mais aussi l'état des ressources. C'est-à-dire qu'avec la privatisation, c'est une exploitation intensive de la ressource, et notamment par, j'en parlais tout à l'heure, une révolution qui a touché ces terres et ces régions-là. Ce sont des régions arides, la plupart d'entre elles. C'est la technique des forages, la nouvelle organisation des marchés qui font que, on a une exploitation intensive qui a des effets extrêmement importants sur l'état des ressources naturelles dans ces pays. Alors, un petit rappel historique dans le Maghreb précolonial d'abord. Alors, le Maghreb précolonial,
alors, le régime des communs, entendu au sens donc, de ressources naturelles, terres de culture, parcours, mais aussi forêts, qui ont été gérés par des communautés rurales de base et des institutions avec des règles qui étaient définies par ces institutions coutumières, ça a été, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, vraiment le mode dominant sur des siècles et des siècles. Je veux dire, lorsqu'on aborde la question de l'organisation territoriale ou sociale ou des activités économiques dans l'Antiquité, de Polybe en passant par Salluste, Strabon, enfin des historiens de l'ère pré-chrétienne, on nous décrit des populations berbères, mais qui étaient des populations nomades, avec un mode collectif, avec des coutumes, etc., dans les modes d'exploitation des ressources très complémentaires entre steppes, zones téliennes, c'est-à-dire celles du nord, zones de plaine sèche, de piémont, de montagne, avec une circulation et des espaces ouverts. C'est un peu toutes les descriptions, on les retrouve dans les œuvres à la fois des historiens grecs ou latins, mais qu'on retrouve aussi dans les descriptions que font les géographes arabes du Xe, XIe, XIIe siècle. Je pense à El-Idrissi, par exemple, El-Bekri, Xe siècle. Je pense à ce voyageur de Tanger, Ibn Battuta. Enfin, bref, on a des descriptions qui montrent que c'est vraiment le mode. Alors, pour en revenir à la communauté, c'est la tribu, le harsh on l'appelle, et puis qui se structure, alors relation de solidarité, un petit peu solidarité un peu telle que sur le principe un peu Durkheim, solidarité organique, je veux dire, des liens très forts qui font la cohésion de ces communautés. À la base, des familles élargies, qu'on appelle Aïla, Aïla veut dire famille, avec 2-3 générations qui cohabitent ensemble. Issu d'une fraction qu'on appelle farqa, c'est le clan, en gros ça correspondrait au clan, et qui vivent soit dans des khaïmas, des tentes pour les nomades, dans des douars ce qu'on appelle des douars ou des meshtas, c'est un habitat semi-dispersé, dans les zones de population sédentaire, puisqu'on a aussi des populations sédentaires, dans ces régions-là. Et donc plusieurs tribus forment une confédération, des confédérations de tribus, qui peuvent s'allier selon les circonstances, qui peuvent s'affronter également. Hein, on a des conflits entre... voilà. Tous les droits d'usage portant sur les ressources naturelles découlaient naturellement de l'appartenance soit au clan, soit aux familles, et elles-mêmes se rattachant à l'ancêtre commun, à la tribu. Toutes les ressources ont à la fois une dimension matérielle, c'est les parcours, c'est les terres de culture, c'est les forêts, mais aussi ont une dimension immatérielle. Immatérielle, c'est un peu la mobilité. Elle ne peut pas être matérialisée. C'est cette mobilité pendant les périodes de printemps où on remonte vers le nord pour les pâtures, sur l'été également, pour les moissons, enfin après les moissons, pour pâturer les pailles. On remonte ou on redescend vers le sud. Alors le nord, ce mouvement s'appelle Ashaba, donc c'est la remontée des populations vers le nord. Elles occupent les plaines. On envoyait, moi je me rappelle tout jeune, dans les années 60, 70, on avait encore cette remontée de populations nomades ou semi-nomades qui s'installaient sur les chaumes des grands domaines agricoles céréaliers et qui faisaient pâturer leurs moutons. Vous voyez le chameau, les tentes, tout un mode de vie. Et donc cette mobilité, que ce soit la Ashaba en été et au printemps, où on remonte vers le nord, ou en hiver on redescend vers le sud, à Zaba on appelle ça, ça faisait partie du mode de vie de ces populations, mais aussi c'était une condition sine qua non pour la reproduction de cette société pastorale ou semi-pastorale. Alors, cette occupation territoriale des territoires de steppes, de parcours ou de terres de culture était également, enfin il faut le dire, elle dépendait aussi des pouvoirs constitués. Cela dépendait des relations à l'État, que ce soit sous les dynasties arabes, que ce soit sous l'Empire ottoman, et par la suite avec le pouvoir colonial français, les aires, l'importance de ces aires, l'importance de ces parcours,
l'importance de ces tribus était réglée par justement ces relations au pouvoir constitué de l'époque. Par exemple, pendant la période ottomane, eh bien, un certain nombre d'alliances vont se tisser entre le pouvoir ottoman qui occupe un certain nombre de territoires, notamment au nord, avec des tribus, des tribus qui vont avoir le pouvoir de prélever l'impôt ou en contrepartie d'une mobilisation des hommes pour affronter l'ennemi extérieur. Et ces tribus-là, leurs règles étaient définies par le pouvoir local, par le pouvoir dominant de l'époque, que ce soit du côté du centre d'Alger, autour de la régence d'Alger, de Constantine, là où les Ottomans étaient présents, par exemple. On avait donc des... Et puis, il faut dire que ces limites ne sont pas immuables. Elles dépendront donc des rapports entre confédérations de tribus, des rapports de pouvoir, et la notion de propriété privée. La notion telle qu'elle découle du Code civil, je veux dire, propriété privée moderne, cette notion est complètement absente, puisqu'il n'y a ni règles écrites, ni normes définies sur le plan des procédures, etc. Je veux dire, au sens de... on est sur des espaces qui sont ouverts, qui ne sont pas limités, les délimitations n'existent pas, elles sont reconnues par les uns et les autres de façon en fonction des alliances, et voilà, donc on n'est pas sur une compréhension propriétariste, si vous voulez, de ces espaces. D'ailleurs, je prends une citation d'un essayiste français qui écrit dans la Revue des Deux Mondes, chez eux, pas de propriété, les terrages sont soumises à l'indivision dans la tribu. Je peux reprendre... Voilà. Alors, comment se passaient les choses? C'est un peu l'histoire des faisceaux de droit. On avait donc cette propriété, mais on distingue deux types de communs, les communs de parcours et les communs de culture. Et les communs de culture faisaient l'objet d'une attribution à titre individuel à des familles, selon la taille de la famille, selon son importance, selon le cheptel et les moyens de labour, la qualité des terroirs. Bref, on avait des règles, mais qui existaient, je crois, surtout le pourtour méditerranéen, puisqu'on retrouve ça dans les pays, dans les Balkans. On retrouve ça, c'est à travers le travail de Stahl que j'ai consulté, on retrouve pratiquement les mêmes formes donc de droit. Alors on a une appropriation de type privé sur les terres de culture et les familles redistribuent, puis on redistribue en fonction de l'évolution de la taille des ménages, des moyens de labour, etc. Mais ce droit d'usage qui était accordé dépendait bien sûr de l'appartenance au clan et à la tribu, mais il n'était pas transmissible, pas aliénable, et voilà, les ayants droit n'avaient pas le droit de le transmettre ou de le céder ou de l'aliéner. Voilà. Ça, si vous voulez, sont les règles générales qui existaient sur cette période. Alors la colonisation. Je crois que la colonisation va apporter les bouleversements les plus je veux dire, radicaux, un chamboulement terrible. D'abord, la colonisation va se confronter à, pas un État central, puisque l'État de l'émir Abdelkader n'est pas un État au sens, c'est des confédérations de tribus qui s'allient entre elles pour résister à l'occupant colonial. Ça va durer de 1830 à 1847. Et on a affaire à 700 à 800 tribus. Et autant de tribus, je veux dire, pour eux, pour le colonisateur, c'est autant de résistance qu'il importait de détruire. Il fallait dissoudre cet État dans l'État. C'est des petits États constitués pour eux. Et je raconte dans un autre papier qui a été publié il n'y a pas longtemps sur les tribus face à la propriété individuelle, quel était le regard que portait la colonisation sur l'organisation tribale, y compris lorsque vous prenez les essais de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, les écrits sur l'Algérie qui datent de 1846, 47 et 48, je crois, vous avez un regard absolument, c'est l'état de barbarie, il faut absolument détruire cette organisation qui est appelée à nous faire la guerre en permanence. Mais il fallait aussi démanteler la tribu pour libérer le sol, pour libérer la main-d'œuvre. Il y avait aussi ce regard, et là je reprends 2 ou 3 citations de Varnier. Il faut démanteler la tribu dans ses structures, ses richesses, et en particulier rompre le lien charnel de la tribu avec la terre. C'est l'arabe. Alors là aussi, il faut voir aussi le regard que portait l'élite coloniale sur le pastoralisme, sur ce genre de vie nomade, comme on l'appelait à l'époque, genre de vie nomade. On avait une conception
la conception était une conception décliniste. Ce mode de vie nomade, c'est un mode qui était destructeur des ressources. C'est à cause de lui qu'on n'a plus de forêt. Le nomade, là où il passe, il n'a aucun lien avec le sol. Il fait que profiter de l'usufruit. Et puis une fois qu'on a épuisé la ressource, on passe à un autre territoire. Bref, on a un regard négatif sur le nomadisme. Et toute l'idéologie, alors en plus, avec l'invention de ce qu'on a appelé à l'époque le mythe kabyle. On opposait les Kabyles qui étaient présentés comme des agriculteurs sérieux, sédentaires, qui avaient la notion de propriété, bref, mais qu'on rattachait à la Numidie de l'époque avec la relation avec cette période romaine qui était... j'allais dire, magnifier cette période, la colonisation française va renouer avec ce passé antique, ce grenier de Rome que représentait l'Afrique du Nord. Bref, on a tout un discours, et je vous renvoie à un des livres qui m'a le plus marqué ces dernières années, que j'ai eu l'occasion de présenter, je crois, à Grèce, c'était les mythes environnementaux. C'est une thèse d'une Américaine, Davis, les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb. Elle traite en s'appuyant sur les derniers travaux de paléoécologie, elle essaie de montrer l'évolution des climats, l'évolution des sols, etc., sur la période précoloniale, et en démontrant que finalement, la destruction des ressources naturelles ne tenait pas à ce mode d'organisation, à ce genre de vie nomade, et à la présence des communs. Et que la propriété individuelle n'était pas voilà, c'était pas la solution. Alors, les réformes, évidemment, l'Algérie sert de laboratoire à toute l'Afrique du Nord, puisqu'elle est colonisée en 1830, mais aussi à d'autres pays coloniaux, comme Madagascar, comme les Comores, comme la Nouvelle-Calédonie. Et il y a des réformes qui débutent dès Mais la principale réforme, c'est le fameux Senatus Consul de 1863, Deuxième Empire. Il y a un texte de loi qui sort et qui reconnaît la propriété aux tribus et les usages aux tribus de ces terres de parcours. Reconnaît. Et donc, on va... Alors, les articles, il faut aller au-delà de cette reconnaissance de principe. Dans l'article 1, il faut regarder les autres articles. Il délimite tous les territoires des tribus, il fait l'inventaire de toutes les tribus, leurs territoires. Et puis surtout, il introduit une réforme administrative qui va briser l'unité de la tribu. Il va d'abord autoriser, dans un article de loi, l'individualisation des lots qui étaient attribués dans le cadre des répartitions entre les familles, à l'intérieur des familles, entre les membres. Donc on reconnaît et on délivre un titre de propriété à ceux qui ont bénéficié ou qui sont sur un usage individuel, sur un usage privé. Et puis on va aussi, surtout, et moi j'ai l'habitude d'insister sur le cadre administratif et sur les institutions. On détruit les institutions coutumières, et à la place de la jma'a, c'est-à-dire l'assemblée traditionnelle de village, on va mettre un caïd, on va mettre un garde champêtre, on va mettre un juge qui va remplacer le cadi ou l'imam qui avait autorité de légiférer ou de définir les règles. Et donc on va à la fois créer les municipalités, ce qu'on a appelé les douars communes, on va délimiter. À l'intérieur de ces délimitations, on va attribuer à titre individuel, et surtout, on va détruire tout le cadre institutionnel, tout le cadre d'organisation culturelle de ces tribus. Et à mon avis, c'est cette érosion-là qui a été la plus pénible à vivre par les tribus. Lorsqu'on regarde les témoignages des généraux, des polytechniciens et des responsables des bureaux arabes, parce c'est les bureaux arabes qui géraient les tribus, eh bien, le drame qui revient, et je vous renvoie à cet article que j'avais travaillé il y a 2 ans, je crois, sur les tribus. Les témoignages les plus poignants, c'est dire, nous, ce qui nous a tués, c'est pas la guerre, les hommes se remplacent, c'est pas la destruction de nos biens. Ce qui a été l'élément le plus destructeur, c'est l'intrusion de la propriété individuelle et donc la dislocation des liens
qui faisait notre société et la solidité, la robustesse de notre organisation communautaire. Donc, on va perturber les règles de fonctionnement, on va accélérer la destruction du nomadisme qui ne représentera au début du siècle, vers 1910-1911, par exemple en Algérie, que 11 à 12% des populations recensées. On va sédentariser, c'était le maître mot, il fallait sédentariser, mais sédentariser pour contrôler les populations. Alors, ce qui veut dire, c'est, tout à l'heure, j'avais insisté sur les règles et les institutions. Toutes les règles vont être modifiées, c'est-à-dire que les aires de parcours, la transhumance, les gens qui devaient diriger ça, les dates, les agendas, le recensement des populations, tout ça va être défini par l'administration. Ce sont les militaires qui vont contrôler tout ça, au détriment, évidemment, des communes. Et c'est comme ça qu'on arrive à vider de son sang, entre guillemets, de son contenu, si vous voulez, les communs. Hein, voilà. Alors, sur la période post-indépendance, je le disais tout à l'heure, dès leur accession, tous les pouvoirs politiques, là je cite, j'ai mis entre parenthèses, ou entre guillemets, pardon, les termes qui sont employés dans les législations des trois pays. Il faut moderniser, il faut unifier les statuts. Il faut unifier les statuts, c'est-à-dire qu'on avait le habous, le melk, le communal, le domanial, les communs, enfin les terres collectives, le hache, non, unifiés sous le cadre du droit de propriété individuelle. Le code civil français sert de référence, de cadre. Voilà. Et donc détruire, éliminer les liens tribaux, les communautés. Voilà, on est sur le concept de société civile. C'est la loi qui fait la différence, ce n'est pas l'appartenance géographique, l'appartenance au niveau du sang, du voisinage, etc. On est sur un, disons, entre guillemets, un état de droit. C'est un peu l'idéologie qui inspire toutes les politiques des États. Et toutes les réformes qui ont été conduites vont nier ce fait tribal. Sauf à l'exception de deux expériences que j'ai relevées. C'est une expérience qui a été limitée sur les zones de l'oriental au Maroc, où c'était un projet étranger, c'était un projet, je crois, FAO, ou alors on va organiser l'usage de ces parcours, de ces terres collectives, en recréant des coopératives ethno-linéagières. Et ces coopératives, c'était en fait un détournement de sens, mais pour désigner des tribus. Et dans un projet qui existe toujours, c'est un projet FIDA dans le sud tunisien, là où d'ailleurs ont eu lieu pas très loin des conflits récents sur les communs, on a un projet dit ProDesSud, promotion du Sud, où alors on a créé ce qu'on a appelé des unités sociales et territoriales. On les a créées sur la base d'une organisation en UST, unité sociale et territoriale, qui renvoyait en fait à une organisation tribale. Mais on n'a pas voulu parler de tribus ni de communautés, on parle d'UST, unité sociale et territoriale. Ce sont les seules références dans les programmes politiques, de politique publique à l'organisation. Alors, que reste-t-il aujourd'hui des communs? Il reste quand même 30 millions d'hectares en zone stépique. Dans les zones du Nord, quelques milliers d'hectares au Maroc, mais qui sont aujourd'hui, 45 000 hectares sont en train d'être, on dit melkisés. Melkisés, le melk, ça renvoie à la propriété privée, sont en train d'être privatisés. Appel d'offres qui date d'il y a à peu près 6 mois pour melkiser les 46 000 hectares qui restent dans la plaine du Rarb au Maroc. On a quasiment plus, on a attribué dans le cadre de réformes toutes les terres de culture à titre privé, donc on a immatriculé, on a délivré des titres donc à ses membres qui étaient sur une exploitation. Et puis on a en Algérie sur les terres collectives de culture, on les a nationalisées dans le cadre de la réforme agraire dans les années 70, on les a nationalisées, et puis on a intégré l'ensemble des terres, c'est le cas en Tunisie aujourd'hui, dans le domaine de l'État. Alors, domaine public, c'est le cas de la Tunisie, c'est les forêts, elles sont classées sous le régime forestier, les terres de parcours en Tunisie. En Algérie, c'est le domaine privé de l'État. Et au Maroc, c'est un statut particulier, statut terre collective géré par le ministère de l'Intérieur. Et dans ces deux pays, Tunisie et Maroc, avec des conseils de gestion qu'on consulte pour répartir les terres, décider des mises en défense, donner les noms des usagers, etc. Voilà. Ça reste quand même une... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années?
Enfin, quand je dis ces dernières années, il faut dater ça à partir des années, fin des années 70, des années 80. On a vu se développer à la faveur d'une très grande demande de viande, de produits animaux, etc. On a vu se développer. Et puis aussi, le fait qu'on ait à côté, que ce soit, alors ça a commencé en Tunisie, après ça s'est développé au Maroc, on a des forages pétroliers. Donc on a sondé, puis on a trouvé ces fameuses nappes du continental intercalaire, du complexe terminal, donc des ressources en eau fossiles. Et puis on a foré, on a commencé à mettre en valeur ces terres. Donc avec des modes d'appropriation de plus en plus privés. Et puis un certain nombre de notables de ces tribus, de ces communautés, se sont appropriés. Parce que disposant des camions, disposant du fourrage, disposant des ressources, je veux dire, qui étaient achetées et non plus dépendant plus des parcours, on va délimiter un certain nombre et privatiser. On se retrouve donc avec des processus informels ou formels. C'est le cas du Maroc avec la création de périmètres irrigués et le Code des investissements de 69. On va se retrouver avec de plus en plus de terres qui vont rentrer dans le fond, sous le régime de la propriété privée. Donc il y a une révolution, et cette révolution dite technique, que j'appelle technique, c'est les transports, c'est les modes d'alimentation, c'est les modes d'abreuvement des cheptels. On n'a plus besoin de contrôler les points d'eau, on a les citernes qu'on va transporter et qu'on va ramener au cheptel. On n'a plus besoin de la mobilité puisqu'on va ramener aussi des aliments du bétail, des rations alimentaires, souvent avec l'aide de l'État dans les zones stépiques, et ça a favorisé la constitution de grands domaines d'élevage avec des... voilà. Et donc on a une compétition qui va aussi se développer entre éleveurs et population sédentaire. De plus en plus, l'État, il faut le dire aussi, développe des villages avec la scolarisation, fixe les populations. On a de plus en plus de populations qui abandonnent le genre nomade, semi-nomade, se sédentarisent, et donc avec des compétitions sur les ressources qui se font beaucoup. Alors les stratégies pratiquement suivent la même trajectoire dans les trois pays, on les retrouve. Un trait de labour, une construction, creusement de puits, et on s'approprie à la fois le sol et l'eau. Alors, ce processus informel qui commence à la faveur d'une révolution, entre guillemets, silencieuse, va être accompagné par une politique publique. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques, les trois, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est les mêmes. C'est la même matrice, c'est les mêmes mots. C'est des dispositifs pour encourager l'investissement privé au nom de la sécurité alimentaire. C'est la faveur qui est donnée et la promotion de la grande entreprise au détriment de la petite ou de la moyenne exploitation agricole. C'est partout aussi des projets industriels, des projets urbains, des développements de marché qui exercent une pression de plus en plus forte sur les terres. Par exemple, toute la compétition qui se fait dans les zones nord, par exemple la plaine du Rarb au Maroc, est une plaine très riche, c'est du côté de Kenitra, pas très loin de Rabat, de la capitale. C'est des projets touristiques, c'est des projets... Alors dans les zones, au Maroc, dans les zones stépiques, c'est aussi tous ces programmes d'énergie renouvelable, les éoliennes, etc., avec des tas de gens qui anticipent, qui prennent des dizaines de milliers d'hectares, attendent l'investisseur sur les éoliennes, attendent les projets touristiques, et donc font monter les enchères. Donc il y a une logique de gain et d'accaparement des terres, mais qui est alimentée par une économie rentière. Il faut dire, il y a à la base, c'est un peu je n'allais pas dire la chose que... ce qui manque dans les travaux d'Ostrom, c'est un peu quelles sont les logiques sous-jacentes, quelles sont les lois économiques qui vont porter tel ou tel système. Il ne suffit pas d'analyser les contextes d'action, les logiques. Voilà, il faut voir aussi quelles sont les forces économiques, les forces sociales qui sont à l'origine, à la source. Et là, on a des projets industriels, des investisseurs privés qui ne trouvent pas dans l'industrie des opportunités d'investissement, qui ont fait le plein sur le plan des commerces ou de l'immobilier et qui placent leur argent aujourd'hui sur des projets fonciers. Alors, quand je dis projet foncier, ce n'est pas 1 hectare, ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, c'est des milliers d'hectares. Le dernier projet que j'ai eu à analyser en Algérie, par exemple, porte sur 40 000 hectares. 40 000 hectares attribués à un seul investisseur privé qui a le droit de... Et donc, sans s'interroger sur l'origine, sur...
Alors évidemment, tout ça se passe. Alors là, il y a les lois. Bon, je les évoque, j'en ai parlé rapidement, puisqu'on a des lois qui vont participer de ce processus de privatisation. Et puis, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est à l'origine aussi de gros conflits, c'est qu'il y a toujours eu un compromis. Même du temps de la colonisation, il y a eu un compromis historique. Vous avez le droit d'usage. C'est des territoires qui ne m'intéressent pas, parce que c'était des territoires arides, semi-arides, puisque la colonisation s'installe et spécialise ces cultures, etc., dans les zones favorables, les zones du nord, du Tel, les zones irriguées, abandonne les zones de montagne, abandonne les zones arides et stépiques et semi-arides, qui étaient des territoires, d'ailleurs, qui étaient contrôlés militairement, même pas par l'administration civile. Et donc là, on a laissé faire les droits historiques s'exercer. Or là, les administrations nationales des indépendances continuent ce compromis. Or là, on est sur un point de rupture de ce compromis historique entre communautés et États. Ils s'étaient résignés, tous les États s'étaient résignés, même s'ils avaient fait entrer le fonds des terres communes sous le régime du droit privé, du régime de propriété privée de l'État. Là, c'est fini, on donne des concessions, on vend même, par appel d'offres, ces terres. Alors évidemment, on a des conflits qui ont pris une dimension nouvelle face à ces stratégies spéculatives qui ont été favorisées par les politiques. Alors évidemment, les structures communautaires ont été fragilisées dans l'histoire. Les structures communautaires ont évolué. Ces membres, on les retrouve à Rabat comme fonctionnaires, instituts, infirmières, professeurs, ceci, cela. Il n'y a plus cette solidarité organique et ce lien, même si on se reconnaît et on s'appelle et on se désigne, on s'identifie à tel ou tel territoire, à telle ou telle région, il y a quand même une perte d'efficacité, une certaine impuissance devant ce processus. Pire que ça, je crois que c'est la plupart, alors là c'est l'observation que j'ai faite au Maroc et elle est très... c'est que tous ces mouvements, même lorsqu'ils sont sur le registre de la contestation de ce processus de redistribution à des étrangers, ils les appellent étrangers. Moi j'ai assisté, j'ai même essayé j'ai été même appelé à essayer de trancher sur un conflit qui opposait un exploitant agricole qui s'était attribué, à qui? De façon informelle, c'est le gouverneur même, c'est la région du Moyen Atlas. Il disait, mais il s'est branché, il nous a pris 20 000 hectares sans autorisation, il n'a même pas les titres. Et puis comme il avait mis en valeur, on ne pouvait plus rien faire. Seulement, il avait derrière, tous les jours, devant la préfecture, un sitting des jeunes qui contestaient le fait d'avoir attribué la terre de leurs ancêtres à un étranger qui venait d'Agadir, un investisseur d'Agadir. Et donc, évidemment, on essayait de trouver des compensations par des projets, par des investissements dédiés à l'emploi des jeunes, etc. Mais là, par exemple, il y a eu un mouvement social très important dans la région de Meknès, donc la plaine du Saïs, au Maroc, et donc un mouvement, Souleliyet. Alors Souleliyet, le terme Souleliya, c'est la chaîne dans la lignée, dans le lignage, voilà, membre du lignage. Hein. Le terme Souleliya, c'est membre du lignage. Donc des femmes vont protester sur le fait que la terre de leurs ancêtres ont été attribuées à des sociétés immobilières, à des entreprises touristiques, etc. et ont demandé la compensation des indemnités. Alors il se passe que dans la loi coutumière, les femmes, dans tous les pays berbères, en pays berbères, les femmes ne comptent pas dans l'héritage, elles ne sont pas... D'ailleurs, aujourd'hui, les femmes en Kabylie ou ailleurs réclament l'application du droit musulman parce qu'au moins ils donnent la moitié de la part. Donc, dans le droit coutumier, c'est rien. Parce qu'une terre qu'on donne à un, c'est un autre homme venant ailleurs qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Il va confisquer une partie du lot familial ou du lot du clan. Et donc, les femmes vont revendiquer. Et elles l'obtiennent. Alors, fait inédit, c'est que pour la première fois, l'État va reconnaître le droit à la compensation, donc à l'héritage des femmes qui ont contesté l'occupation de leurs terres, etc. Et donc, beaucoup veulent tirer profit de cette redistribution, réclament des indemnités, leur part. Il y en a qui résistent. Par exemple, on a un mouvement social qui est le mouvement social d'Azrou. Alors, il a un nom berbère dont j'ai oublié le nom, mais en gros, c'est
les résistants, hein, ça renvoyait aux résistants, les hommes libres, les Amazirs, et donc qui s'est organisé. Et ce mouvement-là, lui, il est sur le registre. Alors, paradoxalement, il est sur le registre de la revendication identitaire. Un peu comme la mondialisation à l'échelle mondiale, on est sur aujourd'hui l'identité, le terroir, eh bien, le fait d'avoir rejeté le fait tribal, le fait d'avoir nié, eh bien, à l'occasion de ce régime-là, la remise en question du régime des communs, a remis sur la table la question des identités culturelles, la contestation autour à la fois des identités culturelles et des identités, je veux dire, ethniques. Je veux dire, nous sommes de telle tribu, il faut nous reconnaître en tant que tels, et nous avons le droit de siéger. Et fait inédit, les femmes vont siéger, il va y avoir un débat public au Maroc autour de ces questions-là, et on va leur accorder un arrêté ministériel, va accorder pour la première fois dans l'histoire, contre l'avis même des hommes et la loi coutumière, le droit des femmes à participer au conseil de gestion qui, lui, définit les règles de gestion et d'usage de ces terres collectives. Donc c'est un phénomène assez intéressant. Je crois qu'on ne peut pas traiter la question des communs sans la traiter de ses rapports à l'identité, de ses rapports au passé, à l'histoire, à la culture. Et je crois que le paradoxe, c'est ce que j'évoquais dans mes propos liminaires, c'est que l'État qui a tout fait pour repousser le fait tribal, à l'occasion de sa politique, revoit ce fait tribal remonter. Ceci dit, les États, sur le plan politique, ont toujours utilisé la ressource tribale comme mode de recomposition ou de redistribution des pouvoirs. Lorsqu'il y a des élections en Algérie, en Tunisie, on s'appuie sur deux ressources. On s'appuie sur la ressource religieuse, c'est les zaouïas, les marabouts, et on s'appuie sur la ressource tribale. On va s'adresser aux chefs, ou ceux qui restent du chef de telle confédération ou de telle tribu. Et les campagnes électorales se font sur ce fait-là. Et puis l'autre paradoxe, c'est que la tribu, elle, va user du droit moderne, c'est-à-dire le droit de s'organiser en association, en parti politique même, voire parti politique, pour résister aux offensives de l'État. C'est ça un peu le double paradoxe que j'ai relevé sur cette question des... Alors voilà, en conclusion, donc des changements. Alors oui, évidemment, je suis passé là-dessus, sur un autre changement qui était le changement démographique. On n'est plus sur les mêmes dimensions, on n'est plus sur les mêmes taux de croissance, puisque avec l'éradication d'un certain nombre de fléaux, paludisme et des choses comme ça, on a une forte croissance, une urbanisation, une sédentarisation des populations. Les communs ont été confrontés à une expansion des marchés et à des politiques publiques. Et tout ça, à des rythmes différents selon les pays, il y a eu des changements. Ces changements, donc, c'est des politiques qui ont opté pour une cession des terres collectives au profit du privé, une melkisation, les actions réactives, le sentiment tribal, les identités, c'est ce que je disais à la fin, et aussi le fait de recourir aussi, etc. Et in fine, eh bien, on n'en a pas fini. Il me semble qu'on est encore sur des communs qui constituent toujours, pour une partie du monde rural maghrébin, un mode de vie, même s'il est fantasmé, même s'il est, en tout cas, c'est une ressource immatérielle souvent, qui participe de la vie sociale et de la vie politique de ces pays. Et je vous remercie de votre attention. Bon, il y a une biblio, hein, il y a quelques auteurs que j'ai consultés. Si vous voulez, je peux vous envoyer un premier draft que j'ai fait autour de cette question, mais qui n'est pas du tout finalisé. Hein. Je compte la développer. Voilà, il y a quelques pages de biblio que pour le PowerPoint, je pense qu'il sera distribué, donc vous avez quelques références. Merci. Merci beaucoup, Omar, pour ce panorama historique et cette plongée là, sur les destructions et résurgences avatars des revendications communautaires. Moi, j'ai fait écho à ce qui se passe aussi en partie au sud du Sahara, dans d'autres sociétés nomades ou transhumantes. Et je profite du privilège d'avoir le micro entre les mains pour poser une question avant de transmettre à la salle, qui aura sûrement beaucoup de questions à poser. Tu
Tu as répondu au fur et à mesure à toutes les questions que je me posais en t'écoutant, c'est-à-dire ces communautés, enfin ces instances, cette organisation sociale que tu as décrite. Elle a été démantelée, elle a été traversée, transformée par des migrations, par des régimes d'appropriation, par du salariat, par l'exode rural. Et la voilà qu'elle ressurgit face ou sous d'autres formes, face à ces cessions. La question que je voulais te poser, c'est, tu as dit aussi qu'il n'y avait pas de délimitation écrite et que ça se faisait de visu et que ça reposait sur l'interconnaissance. Bien sûr, et la qualification des ressources, j'imagine aussi, reposait sur l'interconnaissance et sur des connaissances indirectes. On savait où allaient les troupeaux des uns et des autres parce qu'on savait d'où venaient ces gens et qu'on pouvait apprécier les ressources indirectement. Deux questions. Est-ce que ces savoirs pratiques et cette interconnaissance ont subsisté, ont résisté à travers ces changements politiques, fonciers, économiques, sociaux que tu as décrits? Qu'en reste-t-il aujourd'hui, maintenant, comme tu l'as dit, qu'on apporte à boire et à manger aux bêtes par des citernes et des camions? Et deuxièmement, sur quoi se fondent alors ces revendications culturelles? Tu as dit qu'elles en prenaient des noms emblématiques, de lignage, de résistants. Soit tu dis aussi que ça sert presque des revendications féministes. Enfin, c'est ce qu'on entend, alors c'est très intéressant. Est-ce que c'est de fait un changement de rapport de force? Est-ce que ça a vraiment cette motivation-là? Quelles sont les bases aujourd'hui de ces réelles, sous-jacentes, de ces revendications, au-dessous des labels que les gens se donnent, tu vois? Oui, Hubert Guérin, ex-Ciran. Bon, vous avez parlé, comme ce matin d'ailleurs, comme madame, beaucoup de l'accès au pâturage, à la forêt, etc. Dans les pays du Maghreb, il y a des zones importantes donc où la gestion de l'eau est délicate, la protection des sols est délicate. Est-ce que les propos génériques que vous avez exposés sur l'évolution des règles, etc., la privatisation, s'appliquent aux zones oasiennes, tout ce qu'en découle, ou est-ce que les tribus ont gardé plus la main sur ces zones particulières, les plus sensibles en termes de gestion? Merci, c'est un peu complémentaire de ce que Véronique demandait tout de suite. C'est en fait comment est-ce que les tribus ont pu résister aux attaques qui ont été constantes pendant un siècle quasiment, mais finalement elles restent. Et alors là où j'ai été très heureuse d'entendre, c'était la conclusion que c'était la grande importance des revendications identitaires et culturelles. Je suis parfaitement d'accord, et que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Europe, c'est la même chose, c'est vraiment très important. Mais alors comment justement ça réussit à résister à l'État, aux offensives de l'État? Oui, en écho à ça, effectivement, ce que vous avez souligné à ta présentation, c'est l'importance effectivement de la conception de l'État-nation dans le rapport entre État et forme d'appropriation ou de gouvernance en commun. Et j'avais deux questions plus précises. D'abord, tu parlais des redistributions des droits sur la terre, des droits de culture, en tout cas périodiques, avant la colonisation, les terres partagées, partagées périodiquement entre les différentes fractions, les familles, etc. Est-ce qu'on sait comment ça se passait? Est-ce que c'est des réajustements ou est-ce que c'est vraiment on rebat toutes les cartes? J'aimerais bien savoir si on sait un peu plus pratiquement comment ça se passait. Et puis tu dis donc la remontée des revendications tribales, en même temps l'espace de gestion, quelquefois le village, la Gemma à une échelle plus vaste, donc, enfin plus petite, pardon. Et du coup, comment se situe dans ces revendications? Est-ce que c'est les acteurs locaux, les usagers concrets de l'espace, des terres agricoles, pastorales qui revendiquent ça? Ou est-ce que des ayants droit, des membres de la tribu installés en ville, et en particulier des intellectuels, jouent un rôle dans ces revendications pour les alimenter, les renforcer, les structurer? Est-ce qu'ils sont partie prenante de ces revendications finalement? Oui, alors moi j'ai pas de réponse vraiment sur les savoirs pratiques. Qu'est-ce qu'il en reste? Très souvent, alors là c'est des témoignages.
chaque fois que je prends le dernier exemple sur les terres du sud, sur un projet dans le sud tunisien, avec une tribu où il y a encore des anciens. Les anciens servent de... C'est les anciens qui racontent l'histoire. Mais plus ces anciens disparaissent, et moins les savoirs pratiques et traditionnels... enfin, ils disparaissent avec. Je veux dire, on a quand même... et ça, c'est assez... alors, autant en Algérie, la destruction a été très avancée, elle a été violente, massive. Il ne reste plus que 2 à 3% de nomades au début de l'indépendance algérienne. Je veux dire, on a complètement, alors qu'elle représentait les 2 tiers de la population à l'occupation. Hein. L'obsession des idéologues ou des représentants du système colonial, je préfère dire comme ça les choses, c'était vraiment cette présence de nomades, semi-nomades, qui occupent les terres, y compris celles du Nord. Aux portes d'Alger, la Mitidja, on avait encore des tribus qui venaient camper, qui venaient occuper le territoire, sur les terres, des terres qui étaient mises en valeur par le régime ottoman, par la Régence, puisque c'était les jardins des dignitaires du régime. Ils avaient ce qu'on appelait des haush, des fermes, avec des fruitiers, des résidences secondaires, mais on avait à leur porte des tribus qui vont d'ailleurs résister à l'occupation de cette plaine de la Mitidja. Alors, qu'est-ce qui reste? Je crois que il y a eu quand même un processus avancé de modernisation, pour ne pas dire décomposition des systèmes traditionnels, etc. Il subsiste dans les régions les plus reculées. Dans le sud-sud tunisien, du côté de Tataouine, et même au sud de Tataouine, de Kébili, enfin je ne sais pas si vous connaissez la Tunisie, c'est vraiment le sud. Dans les zones stépiques algériennes, c'est même plus Saïda, Al-Bayad, c'est-à-dire le nord de la steppe, c'est le sud de la steppe où on retrouve quelques bribes, mais alors quelques bribes de tribus et de savoirs. Aujourd'hui, les savoirs aujourd'hui, c'est plus ce savoir qui est pratique et qui peut opérer, qui peut apporter, transformer. C'est le savoir utiliser un groupe motopompe, savoir utiliser économiser et mettre en place des systèmes d'irrigation, c'est planter. On est aujourd'hui sur une transformation des paysages. Des paysages. Hein, c'est simple. Aujourd'hui, le sud tunisien, le sud algérien, le sud marocain, c'est le principal pourvoyeur de fruits et légumes. Vous savez, sur le marché de Montpellier, les pastèques viennent du sud tunisien à partir de l'irrigation des grands bassins hydrauliques, des ressources profondes qui existent, etc. Alors, évidemment, les rapports de force sont complètement alors, qui résiste sur le plan culturel? Je crois que pour beaucoup, c'est des descendants, mais qui sont plus instruits. Parfois, moi j'ai vu des étudiants d'agronomie revenir dans leur village, être élus comme maire et être à la tête des revendications identitaires et culturelles de leur village et des droits historiques de leur tribu. Mais ils s'inventent. On referait on reconstruirait l'arbre, ils seraient incapables de vous reconstruire l'arbre tel qu'il existait au XIXe siècle. Mais n'empêche que c'est une ressource symbolique, politique, tout ce qu'on voudra, religieuse parfois, qui est utilisée pour défendre ses droits. Parce qu'on a un retour aussi au local. Ça participe de la résurgence, enfin, ça participe de la résistance à cette lente disparition des communs. Hein. Le retour au local, le refus pas le refus, mais en tout cas les aspects négatifs de la modernité, et notamment sur la destruction des paysages locaux et des habitats traditionnels, ça participe. Alors sur les règles oasiennes, sur l'oasien, on n'est pas sur la ressource commune. La ressource en eau, dans les oasis, alors ça a été bien sûr modifié avec la découverte du forage. La découverte du forage dans les zones oasiennes, ça a permis aux semi-serfs, ce qu'on appelait les haratin,
qui étaient au service de la noblesse religieuse ou de la noblesse, oui, noblesse, l'aristocratie religieuse du Sud, les Zaouïas, les Shorfa, ceux qui se réclament de la descendance du prophète, etc., ben leur pouvoir a diminué parce ils sont sortis du système, ils ont créé eux-mêmes leurs propres exploitations à partir des prés, du moteur, du forage et des choses comme ça. Et les règles, c'est vrai qu'il y a des règles. Il y a des règles de gestion. Alors là, on est en plein sur les règles, les principes ostromiens, je veux dire, ou je ne sais plus comment on peut appeler ça, sur cette intériorisation même dans la culture, à l'école, dans la famille, le respect de l'eau, l'économie de l'eau, ne pas détruire un système de partage. Tout cet aspect-là, il y a des codes, il y a des tribunaux avec une autorité qui décide de qui prend quoi et qui a violé pour... Voilà, on avait tout. Vraiment, dans le sud algérien, c'est un cas d'école. Si on veut s'intéresser aux règles et aux principes, ou les 7 ou 8 principes d'Ostrom, on se retrouve en plein sur... Sauf que ce n'est pas du commun. La ressource en eau, bien sûr qu'elle vient, qu'elle est captée, tout ça, mais elle est propriété privée. Elle est vendue, elle s'achète, elle ne se partage pas. Et quand elle ne se partage pas, dans le sud, hein, les oasis, ce n'est pas la même chose. Ce dont je parle, c'est les parcours, c'est les zones de montagne, c'est le piémont, c'est les forêts. Alors les forêts, évidemment, tout a disparu, puisque les forêts, avec la loi forestière adoptée, on reconduit en Algérie la loi de 1827. Après, on essaye de la réformer en 1903, je crois, la dernière loi. C'est une loi très répressive, hein, c'est les amendes, c'est interdiction de récolter du bois, du parcours, enfin je veux dire de l'élevage parcourant, enfin tout ça c'est... voilà. Alors, comment on résiste? Oui, mais je crois qu'il y a de nouvelles élites, il y a de nouvelles élites rurales. Ce sont ces élites qui sont à la tête, mais qui s'appuient sur la tradition. Ce sont des élites. Ce sont des instituts, ce sont des femmes. Alors les femmes, là, dont je parle, les femmes, celles qui ont été à l'origine du mouvement des femmes pour réclamer leurs droits, leurs droits historiques sur les... Parce que ce sont des instituts, des infirmières, des fonctionnaires qui appartiennent, qui ont des noms, qui se reconnaissent d'un ancêtre. Ce sont celles-là qui ont conduit les luttes, aux côtés des vieux, des ancêtres. Et souvent en conflit avec les ancêtres, puisque les ancêtres refusaient leur droit de siéger dans les conseils ou de partager les compensations. C'est très drôle parce que là-dessus, l'État était plus en avance que la tradition. Et voilà. Alors, sur la redistribution des terres. Alors, pendant très longtemps, on est sur une distribution. Alors, quand je dis pendant très longtemps, c'était avant la colonisation et après la colonisation. On a des systèmes de partage des terres de culture entre familles. Et on reconnaît, par exemple, dans un douar, ce qu'on appelle un douar. Vous savez ce que c'est qu'un douar? En arabe, le douar, ça veut dire cercle. C'est un cercle, c'est en fait une circonscription administrative qui est une circonscription où la tribu, enfin la famille élargie, les 3 à 4 membres, ou la farqa, ou le clan, a des droits d'exploitation. À l'intérieur, on distribue les droits. Ça s'est fait jusque dans les années 50-60. À partir de 70, on ne redistribue plus. Il y a un usage individuel, il y a eu, comment on appelle ça, une reconnaissance de fait de ces agriculteurs qui étaient restés et qui exercent leurs droits de jouissance à titre individuel et reconnus par les autres. Parfois même confirmés par un titre attribué par l'administration locale. Donc il n'y a plus, par exemple, le seul pays qui conservait encore ses droits de partage entre les membres, c'était le Maroc. Et tous les derniers travaux d'une collègue qui connaît très très bien les tribus et qui a travaillé pendant 40 ou 50 ans sur cet aspect-là, elle avait montré dès les années 90, ses écrits montraient que c'était fini de la redistribution des droits d'usage à titre individuel entre les membres des familles pour les terres de culture. Ça a disparu. Et la dernière enquête qui a été menée, elle nous a fait une petite enquête, un travail dans le cadre d'une étude FAO sur la région donc, du nord marocain, sur le tel marocain. Elle a montré que depuis une bonne vingtaine d'années, ces droits de partage n'étaient plus... je veux dire, les règles de partage qui étaient en usage ont disparu. Voilà. Alors,
Oui. Ah, c'est Jeanne Chiche. Jeanne Chiche. Jeanne Chiche, voilà. Pour la biblio, il y a 2 ou 3 auteurs. Il y a Jeanne Chiche, il y a Mahdi qui a beaucoup travaillé sur les tribus. Il y a un anthropologue aussi marocain qui vient de sortir un bouquin collectif qui date d'il y a 6 mois. Vraiment un très beau livre sur le collectif au Maroc. Et qui a suivi les débats publics, puisqu'il y a eu sur 2 années, l'année 2014, 2015 et 2016, il y a eu des débats publics province, par région, et puis un débat national qui s'est clôturé par un grand séminaire organisé par le ministère de l'Intérieur marocain, qui lui a la charge des terres collectives, en décembre 2016. Et on attend les nouvelles lois. Alors les nouvelles lois, c'est la melkisation, puisqu'on a lancé un appel d'offres il y a 2-3 mois sur 45 000 hectares. Mais la melkisation, je crois que ça a été pratiquement une décision liée au Challenge Millennium, enfin un accord entre la Banque mondiale et le Maroc pour financer un certain nombre de projets. Et à la clé, la banque a imposé la melkisation des terres collectives. La disparition, c'est pire que Napoléon Ier. Dire, parce que l'inspiration de tout ce droit sur les communs, c'est vrai que c'est le Deuxième Empire. Mais le Deuxième Empire, c'est la référence à Napoléon. Je veux dire, Napoléon n'a eu de cesse, Napoléon III, de cadastrer, d'immatriculer. Et on est sur le même logiciel, sur la même logique dans nos pays. Ah ben c'est le ministère des domaines, enfin c'est le ministère des Finances avec l'administration des domaines et toute l'administration, tout le travail qui est en train de se faire partout. On est en train de cadastrer, de délimiter, d'essayer de délivrer, d'immatriculer. Au Maroc, le processus d'immatriculation des terres est très avancé. On est à, je ne sais pas, 80% de terres qui sont immatriculées. Voilà, alors qu'on était à moins de 50% à la veille de l'indépendance marocaine. Sur les ayants droit, c'est la dernière question. C'était quoi? Tu as un petit peu répondu, demandé si ceux qui portaient ces revendications, oui, déjà. C'était oui. les ruraux, finalement, utilisateurs des ressources. Alors oui, je voulais dire que le contournement, alors là-dessus, sur les institutions traditionnelles, dans toutes les zones berbères de montagne, y compris les zones de steppe et arides, on a des assemblées de villages, les jma'a, tajma'at en berbère. C'est les assemblées de villages avec un représentant qui... alors, elles ont une multiple vocation d'organiser, par exemple, la Twiza. La Twiza, c'est les travaux collectifs pour faire les récoltes, les moissons, lorsque telle ou telle famille est un peu dépassée. C'est par exemple, ramener de l'eau potable au village, ouvrir une piste. Bref, la Jma'a s'occupe de toutes ces affaires, bon, y compris des conflits familiaux, divorces, partage des biens et des choses comme ça. Et la Jma'a, aujourd'hui, sous l'effet de la pression publique et pour se faire reconnaître par les élus, par l'administration, la Jma'a est en train de s'organiser en association villageoise. Mais c'est la Jma'a, je veux dire, c'est l'assemblée de village prend une forme juridique moderne qui est celui de l'association, puisque tous les codes aujourd'hui, toutes les lois datent des années pratiquement au Maroc, en Tunisie, en Algérie. C'est à la faveur de la libéralisation, puisque... Vous le savez, les associations d'usagers de l'eau, de ceci, cela, c'était lié à des programmes de décentralisation et surtout des programmes d'aide publique pour bénéficier du FMI, de ceci, de la Banque mondiale, de tel et tel projet. Il fallait être organisé en association. Et c'est comme ça que les associations, les GIC, même les associations, même les tribus du Sud, par exemple, se sont organisées ce qu'on appelle aujourd'hui les groupements d'intérêt communs. Et quel est le coût d'entrée dans ces associations? Chacun peut, parce que... quand tu es membre de la tribu, tu es membre du GIC. Et le GIC va désigner le conseil de gestion, et généralement dans le conseil de gestion du GIC, c'est-à-dire celui qui va gérer les parcours, il y a une différence. Mais là, on reprend la tradition coloniale, un représentant de l'administration. On a un représentant de l'administration pour surveiller et contrôler que les règles sont bien respectées et qu'elles ne vont pas dans le sens d'une violation des lois ou des... Et un éventuel migrant installé localement et qui n'est pas membre de la tribu ne peut pas participer. Un étranger ne fait pas partie, non. Non. Ça reste quand même calé sur... non, c'est un droit, c'est l'appartenance au clan, à la tribu est une condition sine qua non. Le seul intrus, c'est l'État. Le seul intrus, c'est l'État. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on prenne une pause rapide ?
surgi pendant les premières réponses de Omar. Oui. La question, c'est juste une suite, une remarque qu'il a faite sur entre Ostrom et les situations de ces pays. C'est vrai que Ostrom s'intéressait à la contextualisation des situations, mais n'avait pas, soit par sa formation, soit parce que son manque de temps, l'intérêt sur l'histoire longue qui intéresse la France, etc., et ni les approches de type Marx. Et elle était... c'est pas qu'elle s'y intéressait pas, elle disait, parce qu'elle est toujours très, très modeste, qu'elle n'avait pas eu le temps de travailler ces choses-là, puisque pour elle, déjà, Vincent Ostrom étant sur Tocqueville, c'était déjà presque le maximum. Et dans notre groupement, on avait un collègue qui voulait faire une étude comparée des travaux d'Ostrom à la lumière de Marx. Elle était toute intéressée par ça, sauf que malheureusement, elle a disparu avant que le collègue ait pu donner ce papier. Mais il y a effectivement quelques papiers, de même qu'on avait fait en son temps un rapprochement entre Simon et Marx du point de vue des systèmes organisationnels. Merci. Juste après cette remarque de Roland sur... je vais appeler juste... Non, il y a un très très long texte de Marx sur le foncier, le système foncier en Algérie. Marx a fait un séjour de 2 ans avant sa mort, 1863, de 1863, de novembre 63 à... non, il est mort en 63. Donc 61 jusqu'au printemps 62, un séjour à Alger, sur les recommandations de son médecin, puisqu'il souffrait de furunculose, enfin de tas de choses. Et donc il passe quasiment 5-6 mois à Alger. Si. 5-6 mois. Non, j'ai relu tous les textes. Il a écrit... vous savez qu'il a écrit dans l'encyclopédie américaine une histoire de l'émir Abdelkader. Il raconte des tas de choses sur l'Algérie. Il y a à peu près 250 pages de Karl Marx sur l'Algérie, dont un texte qui fait une trentaine... Alors, pourquoi j'évoque ce texte sur le foncier? Parce qu'il disait, qu'est-ce qui explique que dans ce pays-là, ou ces pays, parler de l'Algérie, mais par extension les pays arabes, pourquoi les communs sont-ils si importants? Et il a une explication qui est relativement simple. Il dit parce que c'est les conditions écologiques, c'est le climat. Le climat désertique, le climat machin, et voilà. Et ça, en Arabie, en Syrie, en Algérie, tout ça, bon, l'importance des communs s'explique par... c'est une détermination tout à fait bizarre, une détermination de type climatique. C'est l'aridité des sols, c'est l'état des sols, mais c'est l'aridité du climat. Et effectivement, ce qui va changer, en fait, le grand tournant dans les vocations, dans les transformations du régime, sont liés à la découverte de l'eau. Parce que ces régions-là, aujourd'hui, ce sont les régions qui détiennent les grandes réserves en eau, voilà, les grandes réserves. C'est dans le sud algérien, c'est dans le sud tunisien, c'est dans ces zones stépiques qu'on a des masses, des milliards de mètres cubes emmagasinés, qui sont des ressources fossiles. Et la technique du forage a permis justement la transformation à la fois des paysages et des vocations. Bon, il y a autre chose aussi, hein. Il y a bien sûr la démographie, le mode de vie, l'école, enfin des tas d'évolutions qui expliquent ça. Ça, je voulais quand même le rappeler. Je vous invite à relire ce texte. Et il est intéressant parce qu'il a exploité curieusement, moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux pour quelqu'un qui... il a exploité les procès-verbaux des débats de l'Assemblée française. Lorsqu'on avait affaire justement à ce foncier-là, comment les Français de l'époque et les parlementaires se représentaient les communs dans ces pays. Puis dernière observation, c'est quelque chose qui m'a frappé, qui me frappe. Aujourd'hui, le discours, à la fois le discours officiel et le discours des investisseurs, c'est de dire, mais nom d'un chien, mais on a des millions d'hectares qui ne sont pas exploités, mal exploités, qui sont là, c'est des terres mortes, machin. C'est exactement, mot pour mot, les discours qui étaient tenus par les partisans colonistes, on appelait ça les colonistes du 19e siècle. Mot à mot, les arguments pour privatiser sont exactement, mot à mot, les mêmes
lorsqu'on examine les débats du Parlement, les discours des colonistes français, de la Troisième République en particulier, on a les mêmes discours aujourd'hui des libéraux et des investisseurs qui veulent mettre la main sur les terres communes, les terres collectives. J'arrête là parce que je vais vous ennuyer à la fin. Alors, juste une précision quand même grâce à Internet. Tu t'es juste trompé de 20 ans. Karl Marx est décédé en 1883 et a séjourné à Alger, en Algérie, du 20 février au 2 mai 1882. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, 20 ans. Donc pour punition, tu reliras le Capital de la page 1 à la page je sais que 4272. le livre 1, c'est 1863. Je me suis trompé, effectivement. Merci Omar. L'apparition du livre. Merci encore.